Pendant 5 ans, j'ai fait le même geste. Un geste simple. Silencieux. Presque banal. Chaque printemps, je m'asseyais devant l'ordinateur dans mon petit appartement de Strasbourg, près de la fenêtre qui donne sur les toits gris et la flèche de la cathédrale. Le soleil entrait toujours de la même manière, glissant sur la table en bois où Adrien faisait ses devoirs quand il était enfant. Et je faisais un virement. 30 000 €. Toujours au même nom. Sophie Claire Martin. Dans la case « Motif », j'écrivais toujours la même chose. Pour Emma. Je le faisais sans réfléchir. Comme on dépose des fleurs sur une tombe. Comme on allume une bougie dans une église vide. Parce que mon fils était mort. Adrien avait 36 ans quand une voiture l'a percuté sur une route mouillée, un soir de novembre. Les policiers ont parlé d'un accident banal. Une perte de contrôle. Rien d'extraordinaire. Mais pour une mère, rien n'est jamais banal quand un enfant dit s'arrête. Après l'enterrement, j'ai pris une décision simple. Sa fille ne manquerait jamais de rien. Emma n'avait que 5 ans à l'époque. Une petite fille silencieuse, avec les mêmes yeux sombres que son père et cette façon de pencher la tête quand elle écoutait quelqu'un. Je me souviens encore du jour où Adrien me l'a mise dans les bras à la maternité. Il pleurait. Un homme de 30 ans qui pleure comme un enfant quand il tient sa fille pour la première fois, c'est une image qu'on n'oublie jamais. C'est pour cela que je n'ai jamais hésité. Pendant 5 ans, j'ai envoyé cet argent à Sophie. Au début, elle me remerciait souvent. Puis les messages sont devenus plus rares. Les visites aussi. Je pensais que c'était le deuil. Les jeunes vivent les chagrins différemment. Alors je ne posais pas de questions. Je continuais simplement mon petit rituel annuel. Jusqu'à dimanche dernier. Ce jour-là, Emma est venue passer l'après-midi chez moi. Elle a 10 ans maintenant. Elle est plus grande, plus sérieuse. Les enfants changent vite quand un père dit s'arrête trop tôt. Nous étions dans la cuisine. Je préparais du chocolat chaud comme quand elle était petite. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a posé son sac d'école sur la table et a fouillé à l'intérieur. Mamie. Sa voix était hésitante. J'ai trouvé quelque chose dans la cave. Maman dit que c'est un vieux papier. Mais, je crois que c'est pour toi. Elle m'a tendu une enveloppe un peu froissée. Il n'y avait pas de timbre. Juste mon prénom écrit à la main. Claire. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir l'enveloppe pour savoir qui l'avait écrite. Je reconnaîtrais l'écriture d'Adrien entre mille. Les mères connaissent ces choses-là. Mes doigts tremblaient légèrement quand j'ai déplié la feuille. La lettre était courte. Beaucoup trop courte. Mais les mots ont fait basculer tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Maman. Si quelque chose m'arrive, protège Emma. Et surtout, ne fais pas confiance à Claire. Il y a une vérité sur sa naissance que tu ignores. Adrien. Pendant quelques secondes, je n'ai rien compris. Puis une pensée s'est imposée lentement, comme un froid qui remonte dans le corps. Claire. Ce n'était pas moi. C'était le deuxième prénom de Sophie. J'ai levé les yeux vers Emma, qui me regardait avec cette inquiétude silencieuse des enfants quand ils sentent que quelque chose ne va pas. Et pour la première fois depuis la mort de mon fils, une idée terrible m'a traversé l'esprit. Pendant 5 ans, j'avais peut-être aidé la mauvaise personne. Et la mort d'Adrien n'était peut-être pas le seul secret de cette famille. Je suis restée longtemps immobile avec la lettre entre les mains. La cuisine sentait encore le chocolat chaud. Emma était assise en face de moi, les jambes qui se balançaient doucement sous la chaise. Elle me regardait avec cette patience étrange que certains enfants développent quand ils sentent que les adultes traversent quelque chose de grave. Je ne voulais pas lui montrer mon trouble. Alors j'ai replié la lettre lentement et je l'ai glissée dans la poche de mon gilet. Tu l'as trouvée où exactement, ma chérie? Emma a réfléchi un instant. Dans la cave. Derrière des cartons. Il y avait une boîte en métal. Une boîte en métal.
Adrien aimait garder des choses dans des boîtes. Des billets de concert, des photos, des cartes postales de vacances. Depuis l'enfance, il disait que les souvenirs devaient être rangés quelque part pour ne pas disparaître. Je me suis demandé combien de temps cette lettre était restée là. Peut-être 5 ans. Peut-être depuis la nuit où mon fils est mort. Emma a repris son chocolat chaud comme si rien d'important ne venait de se passer. Les enfants ont cette capacité étrange à déposer un secret puis à retourner immédiatement dans la simplicité du présent. Moi, en revanche, je sentais déjà quelque chose se fissurer. Claire. Pourquoi Adrien aurait-il écrit ce prénom? Je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre. La flèche sombre de la cathédrale de Strasbourg découpait le ciel gris. Les cloches ont sonné l'heure, lente et grave. Pendant 5 ans, je n'avais jamais douté. Adrien était mort. Sophie élevait leur fille. Et moi, je faisais simplement ce que toute grand-mère ferait. Aider. Mais maintenant une question s'imposait. Adrien n'aurait jamais écrit une phrase comme celle-là sans raison. Ne fais pas confiance à Claire. Le soir même, après qu'Emma est repartie chez sa mère, j'ai relu la lettre plusieurs fois. L'écriture était pressée, presque nerveuse. Adrien écrivait toujours de façon calme, appliquée. Là, certaines lettres étaient inclinées, comme si la main avait tremblé. Il savait quelque chose. Et il avait eu peur de ne pas pouvoir me le dire autrement. Je me suis alors souvenu d'un détail que j'avais complètement oublié. 3 jours avant sa mort, Adrien m'avait appelé. C'était un appel très court. Il avait simplement demandé si je pouvais garder Emma le week-end suivant. Sa voix était fatiguée. Distraitement, j'avais pensé qu'il travaillait trop. Je n'avais pas insisté. Aujourd'hui, ce souvenir me donnait un frisson. Et si cet appel avait été autre chose? Et si mon fils avait essayé de me dire quelque chose, sans oser le formuler? Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. La lettre restait sur ma table de chevet. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces 2 phrases. Protège Emma. Ne fais pas confiance à Claire. Vers 3 heures du matin, une idée très simple s'est imposée à moi. Il existait un endroit où les secrets familiaux finissent toujours par apparaître. Les dossiers. Les actes. Les signatures. Le lendemain, j'ai appelé Maître Durand. C'est le notaire qui avait réglé toute la succession après la mort d'Adrien. Un homme méthodique, discret, qui connaissait notre famille depuis des années. Quand je lui ai demandé si je pouvais passer à son étude pour vérifier un document concernant Emma, il a accepté immédiatement. 2 jours plus tard, je me suis retrouvée assise dans son bureau, entourée de dossiers soigneusement classés. Je lui ai tendu la lettre sans dire un mot. Il l'a lue lentement. Puis il a levé les yeux vers moi avec une expression que je ne lui connaissais pas. Une expression de prudence. Il a posé la lettre sur le bureau. Et il m'a demandé, très calmement. « Madame, êtes-vous absolument certaine de connaître toute l'histoire de la naissance d'Emma ?» La question m'a surprise. Bien sûr que je connaissais l'histoire. J'étais à la maternité. J'avais tenu ce bébé dans mes bras. Je l'avais vu grandir. Mais Maître Durand n'a rien répondu. Il s'est simplement levé, a ouvert une armoire métallique derrière lui, et a sorti un dossier. Un dossier que je n'avais jamais vu. Et quand il l'a ouvert, j'ai compris que la lettre d'Adrien n'était peut-être que le début de l'histoire. Maître Durand a posé le dossier sur son bureau avec la lenteur des gens qui savent que certains papiers peuvent changer une vie. Je me souviens encore du bruit léger que le carton a fait en touchant le bois. Il n'a rien dit pendant quelques secondes. Il a simplement ouvert la chemise et parcouru les documents à l'intérieur comme pour vérifier une dernière fois ce qu'il allait me montrer. Puis il a fait glisser une feuille vers moi. Ceci est la copie intégrale de l'acte de naissance d'Emma. Je n'avais jamais vu ce document. À la naissance d'un enfant, on reçoit souvent un extrait simple. Les détails complets restent dans les archives. Je me suis penchée pour lire. Nom de l'enfant, Emma Adrienne Martin.
Père, Adrien Martin. Jusque-là, tout était normal. Puis mes yeux sont descendus vers la ligne suivante. Mère. Ce n'était pas Sophie. Le nom inscrit sur le document m'était totalement inconnu. Une femme que je n'avais jamais rencontrée. Une femme décédée 2 jours après l'accouchement dans une clinique de Colmar. Je suis restée silencieuse. Le monde autour de moi semblait s'être déplacé d'1 centimètre, juste assez pour que tout paraisse soudain étrange. Cela signifie, ai-je murmuré. Maître Durand a refermé doucement le dossier. Cela signifie que Sophie n'est pas la mère biologique d'Emma. Il a marqué une pause. Quelques semaines après la naissance, votre fils et Sophie ont procédé à une adoption simple. Une procédure parfaitement légale. Je connaissais vaguement ce terme. L'adoption simple permet à un enfant d'être adopté sans effacer complètement ses origines biologiques. Elle donne les mêmes droits successoraux qu'un enfant biologique. Emma restait donc légalement la fille d'Adrien. Mais cette information faisait naître une question immense. Pourquoi Adrien ne m'en avait-il jamais parlé? Je l'avais vu à la maternité. Je me souvenais de cette journée avec une précision presque douloureuse. Adrien pleurait de bonheur. Sophie était allongée dans le lit, fatiguée mais souriante. Personne n'avait prononcé le mot adoption. Personne. Votre fils et votre Delphi ont demandé que la procédure reste discrète, expliqua le notaire. C'est leur droit. Je me suis appuyée contre le dossier de la chaise. Une sensation étrange montait en moi. Pas de la colère. Plutôt une impression d'avoir vécu pendant 5 ans dans une histoire incomplète. Emma le sait, ai-je demandé. Maître Durand secoua la tête. Rien dans ce dossier n'indique qu'elle ait été informée. Je suis restée un long moment sans parler. L'image d'Emma dans ma cuisine me revenait sans cesse. Sa façon de tenir sa tasse de chocolat chaud avec ses 2 mains. Son regard sérieux. Cet enfant ignorait peut-être quelque chose d'essentiel sur sa propre vie. Mais une autre question s'imposait déjà. La lettre. Pourquoi Adrien aurait-il écrit? Protège Emma. Et surtout, ne fais pas confiance à Claire. Je regardais toujours le dossier ouvert devant moi quand Maître Durand reprit la parole. Il y a une autre chose qui mérite peut-être votre attention, madame. Il sortit une seconde feuille. Un document provenant du registre immobilier. 2 ans après la mort de votre fils, Sophie Claire Martin a acheté un appartement dans le quartier de Neudorf. Je sentis mon cœur ralentir. Et alors? Le notaire me regarda avec la même prudence que tout à l'heure. L'achat a été effectué sans crédit bancaire. Il fit glisser le document vers moi. Le prix était inscrit en bas de la page. Une somme qui ressemblait étrangement à celle que j'avais envoyée, depuis 5 ans. À cet instant précis, une idée s'est formée dans mon esprit. Peut-être que la lettre d'Adrien ne parlait pas seulement d'un secret de naissance. Peut-être qu'elle parlait aussi d'argent. Je suis sortie de l'étude notariale avec le dossier encore chaud entre les mains. Dehors, l'air de Strasbourg était humide, comme souvent au printemps. Les pavés brillaient sous une fine pluie, et les passants marchaient vite, abrités sous leur parapluie. Moi, je marchais lentement. Parce que quelque chose venait de changer. Pendant 5 ans, j'avais cru connaître mon histoire familiale. Une histoire simple, un fils mort trop tôt, une jeune veuve courageuse, une petite fille à protéger. Mais en quelques documents, cette histoire s'était fissurée. Emma n'était pas née de Sophie. Et l'argent que j'envoyais chaque année n'était peut-être pas allé là où je l'imaginais. Je suis rentrée chez moi en début d'après-midi. Mon appartement était silencieux. Sur la table du salon, la lettre d'Adrien était restée exactement là où je l'avais laissée. Je l'ai relue encore une fois. Protège Emma. Ne fais pas confiance à Claire. Plus je regardais ces mots, plus ils me semblaient écrits dans l'urgence. Adrien savait quelque chose. Et il avait voulu me prévenir. Je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai ouvert mon compte bancaire.
Je n'avais jamais vraiment regardé les virements. Ils faisaient partie d'un rituel presque sacré. Mais cette fois, j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à écrire. Année 1, 30 000 euros. Année 2, 30 000 euros. Année 3, 30 000 euros. Année 4, 30 000 euros. Année 5, 30 000 euros. 150 000 euros. Je suis resté quelques secondes à fixer ce chiffre. Ce n'était pas une fortune pour certaines familles. Mais pour moi, c'était une barre importante de ma vie. Puis je me suis souvenu du document que Maître Durand m'avait montré. L'appartement acheté par Sophie. Quartier Neudorf. Achat comptant. Sans crédit. J'ai ouvert une page internet et j'ai cherché l'adresse indiquée sur le registre immobilier. L'immeuble est apparu sur l'écran, une résidence récente, moderne, avec de grandes baies vitrées et un petit jardin commun. Rien à voir avec la maison modeste où Sophie vivait avec Emma. Pourquoi acheter un deuxième logement? Et surtout, avec quel argent? Une sensation désagréable a commencé à se former dans ma poitrine. Ce n'était pas encore une accusation. Mais ce n'était plus de la confiance. Je me suis levée pour aller me servir un café quand mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. C'était rare. Depuis la mort d'Adrien, nos échanges étaient devenus courts, presque administratifs. Le message était simple. Bonjour Claire. Emma m'a dit qu'elle avait passé un bon moment chez toi dimanche. Merci de l'avoir reçu. Je l'ai relu 2 fois. Un message parfaitement normal. Trop normal, peut-être. Parce que maintenant, chaque mot me semblait avoir un poids différent. Je me suis demandé si Sophie savait que la lettre existait. Si elle savait qu'Emma l'avait trouvée. Ou si, depuis 5 ans, ce secret dormait simplement dans une boîte en métal au fond d'une cave. Je n'ai pas répondu immédiatement. À la place, j'ai repris le document du notaire et j'ai regardé encore une fois le prix de l'appartement. Il correspondait presque exactement à ce que j'avais envoyé. Ce soir-là, une idée très simple s'est imposée à moi. Si Adrien avait écrit cette lettre pour protéger Emma, alors je devais comprendre ce qui se passait vraiment. Et pour la première fois depuis 5 ans, j'ai envisagé une décision que je n'aurais jamais imaginée auparavant. L'année suivante. Il n'y aurait peut-être pas de virement. Pendant plusieurs jours, rien ne s'est passé. Le printemps avançait doucement sur Strasbourg, les terrasses se remplissaient, les touristes commençaient à réapparaître autour de la cathédrale et les platanes le long de l'île prenaient leur couleur. Verte habituelle, moi, je vivais dans une attente étrange. Depuis 5 ans, le virement partait toujours à la même période. Sophie y était sans doute habituée autant que moi. Cette fois, je n'avais rien envoyé. Chaque matin, je regardais mon téléphone presque malgré moi. Rien. Une semaine est passée, puis 2. Je commençais presque à me dire que Maître Dubois s'était trompé. Peut-être que cet argent n'était finalement pas si important pour Sophie. Puis, un mercredi soir, mon téléphone a vibré. Le nom de Sophie est apparu sur l'écran. Je suis restée quelques secondes à regarder l'appel sans répondre. Depuis la mort d'Adrien, nos conversations étaient devenues rares. Polies, courtes, toujours autour d'Emma. Jamais autour d'autre chose. J'ai finalement décroché. Bonsoir, Sophie. Sa voix était calme, mais quelque chose dans son ton me semblait légèrement tendu. Bonsoir, Claire. Je ne te dérange pas? Et puis, tu as dû des doigts. Non. Un petit silence s'est installé. Puis elle a posé la question, je voulais simplement vérifier. Tu vas bien? La manière dont elle prononçait les mots était presque trop douce. Je savais déjà où cette conversation allait nous mener. Oui, je vais bien, ai-je répondu. Nouveau silence.
Puis elle a repris, comme si elle cherchait la formulation la plus prudente possible. Je me demandais simplement si tu avais oublié quelque chose. Je n'ai rien dit. Elle a poursuivi. Le virement que tu fais habituellement au printemps. Wow. Voilà. Nous y étions. Je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre pendant quelques secondes, la flèche sombre de la cathédrale se découper dans le ciel du soir. Puis j'ai répondu calmement, « Je n'ai rien oublié. » Au bout du fil, j'ai senti son hésitation. Allah, bus, dossier, comme... Sa voix avait changé. Elle semblait soudain plus prudente. Je me suis dit que tu avais peut-être eu un problème avec ta banque. Je me suis assise à nouveau. Non, trop. Le silence qui a suivi était plus long cette fois. Puis j'ai ajouté doucement, Sophie, l'argent que j'envoie chaque année est destiné à Emma. De l'autre côté du téléphone, je l'ai entendu respirer plus lentement. Bien sûr, a Théaël répondu immédiatement. Alors, il doit servir à Emma, je continuais. Il y a eu un moment de silence. Un silence plus lourd que tous ceux que nous avions échangés depuis 5 ans. Puis Sophie a dit, d'une voix devenue plus froide. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que, à cet instant précis, je comprenais quelque chose de très simple. Pendant 5 ans, notre relation avait reposé sur une illusion. L'illusion que nous avions les mêmes priorités, que nous protégions la même personne. Je me suis contentée de répéter « L'argent est pour Emma ». Cette fois, Sophie n'a pas répondu immédiatement. Puis elle a dit « On en reparlera ». Et la communication s'est coupée. Je suis restée assise avec le téléphone dans la main. La conversation avait duré moins de 3 minutes. Mais quelque chose venait clairement de changer. 3 jours plus tard, Emma devait venir passer l'après-midi chez moi. Et je ne savais pas encore que cette visite allait révéler un secret que l'enfant portait en silence depuis bien plus longtemps que je n'imaginais. 3 jours plus tard, Emma est venue comme prévu. Le mercredi après-midi était devenu notre petit rituel depuis la mort d'Adrien. Sophie travaillait souvent ce jour-là et Emma passait quelques heures chez moi avant de rentrer. Quand elle a sonné à la porte, je l'ai trouvée un peu différente. Non, plus silencieuse que d'habitude. Les enfants changent parfois en quelques semaines, mais là, quelque chose dans son regard semblait plus lourd. « Bonjour, mamie ». Je l'ai embrassée et je lui ai pris son manteau. Comme toujours, elle s'est installée dans la cuisine pendant que je préparais le goûter. J'avais acheté des petits gâteaux au chocolat qu'elle aimait depuis qu'elle était toute petite. Pendant quelques minutes, nous avons parlé de l'école, de sa classe, d'une nouvelle amie qui s'appelait Inès. Puis, le silence est revenu. Emma faisait tourner sa cuillère dans sa tasse de chocolat chaud sans vraiment boire. Je la regardais discrètement. Oui, les enfants parlent rarement directement des choses qui les inquiètent. Ils tournent autour, attendent le bon moment. Finalement, elle a levé les yeux vers moi. « Mamie, mamie, fa ». Sa voix était plus basse que d'habitude. « Oui, dizaines-tu, point-tu, point-tu, point-tu ». Elle a hésité. « Tu savais que maman s'appelait Claire aussi ?» La question m'a surprise, même si je connaissais déjà la réponse. « Oui, je dis doucement. C'est son 2e prénom. » Emma a hoché la tête, puis elle est restée silencieuse quelques secondes. Je sentais que quelque chose d'autre arrivait. « Mamie ?» Elle fixait maintenant la table. L'autre jour, maman était en colère. Je n'ai pas bougé. Elle parlait au téléphone, a continué Emma. Et après, elle m'a dit quelque chose. D'autre, la cuillère s'est arrêtée dans sa main. Elle a dit que je devais arrêter de poser des questions. Un frisson a traversé mon dos. Quelle question ?
je demandai doucement. Miss Emma a levé les yeux vers moi, les questions sur quand j'étais bébé. Mon cœur battait plus vite. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Emma a pris une petite inspiration, comme si elle se préparait à dire quelque chose d'important. Elle a dit que ça ne servait à rien de chercher. Elle a marqué une pause. Puis elle a ajouté « parce qu'elle n'était même pas ma vraie mère ». Le silence qui a suivi semblait remplir toute la pièce. Je regardais cet enfant de 10 ans, assise devant moi avec sa tasse de chocolat, et je comprenais soudain que la vérité avait déjà commencé à sortir, mais de la pire façon possible. Dans la colère, sans explication, sans douceur. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé quand elle a dit ça? Je demandai. Emma a haussé légèrement les épaules. Je ne sais pas. Elle semblait perdue. Je me suis demandé si papa était vraiment mon papa. Ces mots m'ont frappé comme un coup. Je me suis levée et je suis venue m'asseoir à côté d'elle. Emma, 2 fois. Elle me regardait avec inquiétude. Ton père est ton père. Et je dis doucement. Il t'aimait plus que tout. Mais elle a froncé les sourcils. Même si je ne suis pas née de maman, j'ai pris sa petite main dans la mienne. Parfois, je murmurais, les parents choisissent leurs enfants. Emma a réfléchi à cette phrase. Puis elle a posé la question que je redoutais. Alors, pourquoi maman ne veut pas que j'en parle? Je n'ai pas su répondre. Parce qu'à cet instant précis, je comprenais quelque chose que je n'avais pas encore osé formuler. Adrien n'avait pas seulement voulu me prévenir. Il avait voulu protéger Emma d'une vérité que Sophie préférait garder cachée. Et je savais maintenant que la médiation familiale prévue dans quelques semaines ne serait plus une simple discussion. Ce serait une confrontation. La médiation familiale a eu lieu 3 semaines plus tard. Le rendez-vous se tenait dans une salle simple du tribunal judiciaire de Strasbourg. Rien d'impressionnant. Une grande table ronde, 4 chaises et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Silencieuse. Je suis arrivée un peu en avance. Les couloirs du tribunal ont toujours quelque chose d'étrange. Les gens y parlent à voix basse, comme si chaque mot pouvait devenir une preuve. Maître Dubois était déjà là. Il m'a salué calmement. La médiation n'est pas un procès, m'a hâté à y rappeler. Le but est simplement de comprendre la situation. Quelques minutes plus tard, Sophie est entrée dans la salle. Elle portait un manteau beige et tenait son sac serré contre elle. Elle m'a regardé brièvement, sans sourire. Je ne l'avais jamais vue aussi tendue. Le médiateur, un homme d'une 60aine d'années, s'est installé à la table avec nous. Merci d'être venu, a y commencé d'une voix douce. Nous allons simplement essayer de clarifier certains points concernant Emma. La discussion a commencé calmement. Le médiateur a posé des questions simples. Depuis quand je versais de l'argent? À quoi servaient ces virements? Pourquoi ils s'étaient arrêtés? J'ai répondu honnêtement. Depuis la mort d'Adrien, j'envoie 30 000 euros par an pour aider à élever Emma. Le médiateur a noté la somme. Puis il s'est tourné vers Sophie. Madame Martin, pouvez-vous nous expliquer comment cet argent a été utilisé? Sophie s'est redressée légèrement. Sa voix était maîtrisée. Cet argent m'a aidé à reconstruire ma vie après la mort de mon mari. La phrase semblait préparée, mais le médiateur a poursuivi. Et pour Emma, Sophie a hésité une seconde. Bien sûr, tout ce que je fais est pour Emma. Maître Dubois est resté silencieux. Il ne posait pas encore de questions. Le médiateur a ensuite abordé un autre sujet. Il semble également qu'Emma ignore certains éléments concernant sa naissance. À cet instant, j'ai vu Sophie se crisper. Ce n'est pas un sujet que je souhaite aborder devant elle pour le moment, répondit à elle. Le médiateur a hoché la tête. Je comprends,
Mais il est important que nous clarifions la situation. Il a ouvert le dossier posé devant lui. Selon les documents d'état civil, Emma a été adoptée par vous et votre mari quelques semaines après sa naissance. Un silence s'est installé dans la pièce. Sophie regardait maintenant la table. Puis elle a relevé la tête vers moi. Je ne vois pas en quoi cela regarde qui que ce soit d'autre. Sa voix était plus dure. Je n'ai rien répondu, parce que le médiateur posait déjà la question suivante. Une dernière chose, Madame Martin. Nous avons constaté l'acquisition d'un appartement 2 ans après le décès de Monsieur Martin. Sophie a croisé les bras. Alors, oui, Anne. Pouvez-vous nous préciser l'origine du financement? Elle a soupiré. Puis elle a répondu d'un ton agacé. Cet argent m'a permis de me reconstruire après la mort d'Adrien. La phrase est restée suspendue dans l'air. J'ai entendu comme un écho. Parce que, pour la première fois, Sophie venait de dire quelque chose de très clair. L'argent n'avait jamais été destiné à Emma. Le médiateur a refermé doucement le dossier. Maître Dubois a échangé un regard avec moi. Puis il a parlé pour la première fois. Dans ce cas, je pense qu'il serait prudent que le juge aux affaires familiales examine la question de la gestion financière concernant l'enfant. Le mot juge a changé l'atmosphère de la pièce. Sophie a tourné la tête vers moi. Son regard n'était plus froid. Il était inquiet et pour la première fois depuis 5 ans, j'ai compris que la lettre d'Adrien était peut-être en train d'accomplir exactement ce qu'il avait voulu. Protéger Emma. 3 semaines après la médiation, je me suis retrouvée à nouveau dans le tribunal judiciaire de Strasbourg. Cette fois, ce n'était plus une discussion. C'était une audience devant le juge aux affaires familiales. Alors, la salle était petite, presque austère. Un bureau en bois clair, quelques chaises et une grande fenêtre qui laissait entrer une lumière grise d'automne. Rien de spectaculaire. Bon, et pourtant, j'avais l'impression que quelque chose d'essentiel allait se jouer dans cette pièce. Sophie était déjà assise quand je suis entrée. Elle évitait mon regard. À côté d'elle, son avocat feuilletait un dossier épais. Maître Dubois m'a fait un signe discret pour m'asseoir. Le juge est entré quelques minutes plus tard. Là, une femme d'une 50aine d'années, au visage calme. Elle a salué brièvement, puis a ouvert le dossier. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la situation financière concernant l'enfant Emma Martin. Sa voix était posée, presque neutre. Elle a d'abord résumé les faits. Les virements annuels de 30 000 €. La médiation familiale, alors l'achat d'un appartement par Sophie, 2 ans après la mort d'Adrien. Puis elle s'est tournée vers Sophie. Madame Martin, pouvez-vous préciser comment cet argent a été utilisé? Sophie a pris une inspiration. Cet argent m'a aidé à assurer la stabilité de notre vie après le décès de mon mari. Le juge a hoché la tête. Nous comprenons les difficultés d'un deuil. Elle a marqué une pause. Toutefois, les éléments présentés montrent que ces fonds ont été versés avec l'intention d'aider à l'éducation et au bien-être d'un enfant mineur. La pièce était silencieuse. Je pouvais entendre les pages du dossier se tourner. Puis le juge a poursuivi. Lorsque des ressources importantes sont destinées à un mineur, la loi permet au tribunal d'intervenir afin de garantir que ces fonds servent effectivement les intérêts de l'enfant. Elle a refermé le dossier. Il ne s'agit pas ici de sanctionner un parent, mais de protéger un enfant. Là, Sophie a légèrement pâli. Le juge a alors prononcé la décision. À partir de ce jour, toute aide financière destinée à Emma sera versée sur un compte bloqué ouvert à son nom. Elle a continué. Ce compte restera protégé jusqu'à la majorité de l'enfant. Les fonds pourront être utilisés uniquement pour ses besoins réels, sous contrôle. La décision était simple. Claire et Sophie restaient toutes les deux dans la vie d'Emma. Mais l'argent ne circulerait plus dans l'ombre. Il aurait désormais un seul destinataire. L'enfant
Le juge a ensuite ajouté calmement. Cette mesure vise uniquement à garantir l'intérêt d'Emma. L'audience s'est terminée quelques minutes plus tard. En sortant du tribunal, je suis restée un moment sur les marches du bâtiment. Le ciel haut au-dessus de Strasbourg était clair ce jour-là. Les cloches de la cathédrale sonnaient au loin. Maître Dubois s'est arrêté à côté de moi. Votre fils avait raison d'écrire cette lettre, a-il dit doucement. Je n'ai pas répondu, parce que, à cet instant précis, je comprenais enfin quelque chose. Adrien ne m'avait pas demandé de me battre contre Sophie. Ah bon, il m'avait simplement demandé de faire une chose, alors protéger Emma. Et maintenant, grâce à une simple lettre oubliée dans une cave, la promesse que j'avais faite à mon fils était enfin tenue. Quelques jours après l'audience, Strasbourg avait retrouvé son calme habituel. Les tramways glissaient doucement sur les rails, les terrasses autour de la place Kléber étaient pleines, et les touristes levaient la tête vers la cathédrale, comme si elle avait toujours été là pour les attendre. Dans mon appartement, la lumière de fin d'après, à midi, entrait par la fenêtre et tombait sur la table du salon. La lettre d'Adrien était posée exactement au même endroit. Je la regardais souvent maintenant. Pas avec la même inquiétude qu'au début. Plutôt avec une sorte de compréhension tardive. Et Emma est venue me voir le mercredi suivant, comme d'habitude. Elle a posé son sac d'école dans l'entrée et est entrée dans la cuisine avec cette énergie tranquille que je lui connaissais. Mamie, tu sais quoi? Je souriais déjà. Quoi? On a commencé un nouveau projet à l'école. Elle parlait avec enthousiasme de sa classe, de son professeur, de la maquette d'une ville qu'il construisait avec du carton et de la peinture. Je l'écoutais en préparant son chocolat chaud. Rien n'avait vraiment changé. Et pourtant, tout était différent. Parce que maintenant, Emma savait. Et nous avions parlé longuement quelques jours après la décision du juge. Je lui avais expliqué doucement qu'elle avait été adoptée. Que sa mère biologique était morte peu après sa naissance. Et que son père, Adrien, l'avait choisie. Ce mot avait semblé la rassurer. Choisi. Les enfants comprennent parfois mieux les choses que les adultes. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait simplement demandé « Papa m'aimait vraiment ?» Je lui avais répondu la seule chose vraie. Moi, plus que tout. Ce mercredi-là, elle a fini son chocolat chaud et s'est levée pour regarder les photos accrochées au mur. Il y avait une photo d'Adrien à 20 ans, souriant devant la rivière Ila. Emma s'est arrêtée devant. Je lui ressemble un peu, non? J'ai hoché la tête. Appris. Elle a souri, puis elle a retourné jouer dans le salon. Je suis restée quelques minutes seule dans la cuisine. La lettre d'Adrien reposait toujours sur la table. Je l'ai ouverte une dernière fois. Les mots n'avaient pas changé. Protège Emma, ne fais pas confiance à Claire. Pendant longtemps, j'avais cru que cette phrase parlait de méfiance, de conflit, de trahison. Mais aujourd'hui, je comprenais quelque chose de plus simple. Adrien savait que les secrets peuvent déformer une famille et que parfois, il suffit d'une personne pour remettre les choses à leur place. Alors, pas pour punir, pas pour accuser, juste pour protéger l'enfant au centre de l'histoire. Le soleil tombait lentement derrière les toits de Strasbourg. Dans le salon, j'entendais Emma rire en regardant un vieux dessin animé. Et je me suis approchée de la fenêtre. La flèche sombre de la cathédrale se découpait dans le ciel du soir, comme un repère immobile au milieu du temps qui passe. Je pensais à Adrien, à ce qu'il avait laissé derrière lui, pas seulement une lettre, mais une responsabilité. Et je savais maintenant que certaines promesses ne sont pas faites avec des mots, elles se construisent avec des décisions, avec du courage.
Moi, et parfois, avec une simple feuille de papier oubliée dans une boîte au fond d'une cave. En repensant à toute cette histoire, je me dis souvent que la vie des familles est faite de silence autant que de paroles. Pendant 5 ans, j'ai cru faire ce qu'il fallait. J'envoyais de l'argent, persuadée d'aider ma petite fille. Pourtant, je n'avais jamais vraiment regardé la situation en face. Je me contentais de croire que tout allait bien parce que cela me rassurait. La vérité, elle, était là depuis le début, cachée dans quelques papiers, dans une lettre oubliée, dans les questions d'une enfant qui cherchait simplement à comprendre d'où elle venait. Cette histoire m'a appris une chose très simple. Aimer quelqu'un ne signifie pas fermer les yeux. Parfois, aimer vraiment quelqu'un, c'est oser poser les questions difficiles. C'est refuser que les non-dits deviennent plus forts que la vérité. Et surtout, cela m'a rappelé que les enfants ont besoin de 2 choses pour grandir sereinement, la vérité et la protection, même si cette vérité arrive tard. Aujourd'hui, Emma connaît son histoire. Elle sait qu'elle a été choisie, aimée, protégée, et au fond, c'est peut-être la seule chose qui compte vraiment. Mais je me demande souvent combien d'autres familles vivent des histoires semblables sans oser en parler. Avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a changé votre regard sur votre propre histoire? Mais avez-vous déjà eu l'impression que certaines vérités restent cachées pendant des années, jusqu'au jour où un détail, une phrase ou un simple document vient tout éclairer? Si cette histoire vous a touché, je serais très curieuse de lire la vôtre. Partagez-la dans les commentaires. Parfois, raconter son expérience aide d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Et qui sait, peut-être que votre histoire sera celle qui touchera quelqu'un d'autre, quelque part au moment où il en aura le plus besoin.